Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la misère du monde rural confronté aux difficultés infrastructurelles au niveau des routes, mais aussi la vétusté des écoles publiques et l'inexistence des autres services sociaux de base. Ces localités de l'arrière-pays peuvent-elles espérer un changement lors de la mise en œuvre des politiques budgétaires inscrites dans la loi des finances qui doit être examinée dès la semaine prochaine au Parlement au Cameroun? Dans l'attente de l'adoption de cette loi des finances, les populations croupissent dans la misère et le sous-développement. Vous écouterez le cri de colère au cœur de ce journal. En sport football, Toko Ekambi ne figure pas dans la liste des 23 joueurs lions indomptables sélectionnés pour le match contre la Zambie, mais l'on note que le coach Hugo Bros est revenu sur la brouille intervenue entre ce joueur et lui. Il estime que la porte des lions indomptables n'est pas fermée. On en parle dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'incendie survenu à l'avenue Kennedy à Yaoundé, un centre commercial a été complètement consumé. Les commerçants comptabilisent des pertes énormes. Cependant, ils se plaignent d'avoir des difficultés à accéder à leur boutique pour récupérer le peu de biens qui a survécu à cet incendie. Pendant ce temps, des riverains collectionnent l'aluminium et tentent de découvrir quelques trésors cachés sous le décombre. Reportage Joël Essengue et Guizogo. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé un centre commercial à l'avenue Kennedy à Yaoundé, c'est un spectacle de désolation. Au milieu de la cohue et des va-et-vient, les restes calcinés des marchandises et autres produits jonchent le sol, continuant parfois à se consumer lentement. Empilés les uns sur les autres, les casiers de bière mutilés par le feu permettent de voir combien les amateurs de ce breuvage auront du mal à s'y ravitailler pendant longtemps. Place nette est faite désormais aux collectionneurs et autres chasseurs de trésors qui espèrent trouver le jackpot sous les décombres, d'autant que le centre commercial calciné abritait entre autres des vendeurs d'or et de diamants. La rumeur de la foule qui se distingue continuellement ne signifie pas que quelques témoins et victimes entendent s'exprimer. C'est donc motus et bouche cousue. Les uns et les autres préfèrent regretter leurs pertes lourdes, hors micro et caméra, dénonçant le fait qu'ils auraient pu sauver ce qu'il était encore si on ne les en avait pas empêchés. Ces paroles amères semblent partir en fumée, comme ces restes qui se calcinent toujours plus de 24 heures après le drame. C'est un redoutable réseau d'émission de fausses factures qui a été démantelé au cœur du port autonome de Douala. Vous avez certainement vécu ces nombreux goulots d'étranglement observés durant l'enlèvement des marchandises. Selon les enquêtes menées par la gendarmerie nationale, notamment la gendarmerie territoriale du littoral, il s'avère que ces goulots d'étranglement ne sont en fait qu'une technique visant à contraindre les opérateurs économiques à alimenter ce réseau de fausses factures. 4 suspects ont été interpellés et une saisie record de faux documents et faux cachets appartenant à l'administration territoriale, fiscale et douanière, et même les autorités municipales du département du Vouri. Le point avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Voici le gang de présumés faussaires spécialisés dans la falsification et fabrication de faux documents administratifs. Âgés entre 30 et 40 ans, ces malfaiteurs viennent d'être mis aux arrêts par le groupement de gendarmerie territoriale de Douala après plusieurs semaines de filature. Nous avons été saisis par les autorités du port autonome de Douala de ce que des faux documents étaient en circulation dans cette structure. Ces documents permettaient l'enlèvement de conteneurs. Une première enquête a donc été ouverte au niveau de la brigade Port Sud
Au cours de cette enquête, nous avons pu interpeller un certain nombre de suspects avec des documents compromettants. Ils ont été déférés devant Monsieur le procureur de la République. Constituée en société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Douala, ses membres étaient à l'origine de multiples tracasseries et lenteurs enregistrées dans le processus d'obtention de documents au port autonome de Douala. En exécution des instructions de Monsieur le procureur de la République, qui consistait à rechercher les fugitifs et à auditionner ceux des complices qui n'étaient pas encore entendus, le groupement de gendarmerie territoriale a opéré des perquisitions dans certains domiciles où on a pu faire des saisies qui avaient un lien direct avec l'enquête. Mais également, après cette saisie, il y a eu une saisie incidente qui a permis de tomber sur de nombreux cachets d'administrations diverses, autorités administratives, autorités judiciaires, autorités policières et même d'autres administrations qui ne sont pas ici à Douala. Un goulot d'étranglement entretenu depuis des années par certains agents véreux de la société portuaire. En attendant la présentation de ces malfrats au procureur de la République, plusieurs membres de ce gang courent toujours. Les images de la reconstitution de l'assassinat du proviseur du lycée bilingue de Foumban sont encore dans tous les esprits. La jeunesse de ces présumés meurtriers reste frappante et interpelle la communauté éducative, notamment dans le département du Noun, où ils sont accusés de coaction, d'assassinat et de vol aggravé. Retour sur ces faits avec Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Founiat. Dans la cour du parquet d'instance de Foumban, les trois présumés meurtriers du défunt Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue de Foumban, assassinés il y a 2 mois. Sur leurs épaules, des chefs d'accusation de coaction d'assassinat et de vol aggravé. Théophile Cyril Chandini, 25 ans, Michael Fodum Mapoure, 22 ans, et le repris de justice, Serge Daniel Mouliom Bemap, 31 ans, tous conduits sous bonne escorte vers le lieu du crime pour la reconstitution des faits au domicile de fonction du proviseur Charles Etoundi. Il y avait trop de rumeurs qu'on a arrêté les bandits et qu'on attendait ce jour pour confiner. Donc aujourd'hui nous sommes très fiers, nous sommes très contents, malgré que le projet est mort. Pour la jeunesse, cette arrestation des gamins à la moyenne d'âge de 25 ans sonne comme interpellation à une prise de conscience. Ce que je suis en train de voir là, ça interpelle également la jeunesse du monde en particulier, et des faits très attention parce que le grand banditisme compte déjà de plus en plus ici à Foumban. Voisine de la famille Etoundi, cette dame a encore en mémoire l'image agonisante de la victime en cette nuit fatidique du 21 septembre dernier. Nous sommes en train d'accueillir papa qui était couché comme folle. Et ma fille tapait son cœur. Papa ne respire plus fort. Oui, Elisabeth. Passés aux aveux complets, les 3 infortunés ont été conduits à la division régionale de la police judiciaire pour audition et présentation à un juge pour répondre de leurs actes. À en croire des hommes de loi, ils encourent de lourdes peines d'emprisonnement au cas où leur culpabilité serait établie. De mémoire, le proviseur Charles Etoundi a été agressé le 21 septembre 2017, puis admis à l'hôpital régional de Bafoussam, où il décède 2 jours plus tard. Au-delà de la lutte contre la grande criminalité, il y a l'épineuse question du respect des droits de l'homme et de la présomption d'innocence. À ce sujet, le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala Dokoti a été appelé à mettre fin aux gardes-vues excessives, aux détentions provisoires fantaisistes et lutter contre la corruption des officiers de police judiciaire. Yap Abdou a reçu sa feuille de route du procureur général près la cour d'appel du littoral. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Anouzwa. Monsieur le secrétaire général représentant personnellement le gouverneur de la mission. Les réquisitions du procureur général pour la cour d'appel du littoral
ouvre l'audience solennelle d'installation du nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. L'autorité judiciaire, pour l'occasion, va fustiger les arrestations arbitraires, la corruption des officiers de police judiciaire, les gardes à vue au délai excessif et les détentions provisoires fantaisistes. Cette batterie d'abus qui affecte le bon fonctionnement de la justice fait également entorse à un principe universel de droit, celui de la liberté d'aller et venir. Nous sommes revenus particulièrement sur le ministère public et la protection du droit d'aller et venir. On aurait pu parler encore une fois de plus qu'il s'agissait ici de stigmatiser et d'attirer l'attention du procureur de la République et bien évidemment de tous ses collaborateurs sur la nécessité de s'assurer qu'une privation de liberté ne se fasse que conformément à la loi. Nous avons égrené à ce niveau ce que l'arsenal juridique sur le plan international, sur le plan interne, avec la Constitution, le Code de procédure pénale, le Code pénal, nombre de textes qui sont édictés et qui les uns et les autres encadrent et protègent l'individu dans son droit d'aller et venir. Et c'est sur ces entrefaits que le magistrat de 4e grade, Yap Abdou, qui n'est pas à confondre avec l'ancien président du tribunal criminel spécial du même nom, va prendre place au banc du ministère public comme procureur de la République pour le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, où il remplace Ondwando Olivier, nommé président des tribunaux de première instance de Banganté et de grande instance d'Undé. Dans le reste de l'actualité, la misère du monde rural ne cesse de prendre de l'ampleur au Cameroun. Dans le département du Mungo, plusieurs localités et villages restent confrontés au mauvais état des infrastructures routières et l'inexistence des services sociaux de base, ce qui freine l'épanouissement des populations. Le cri de détresse peine à être entendu par les pouvoirs publics. Reportage Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Le corps sans vie d'un homme, soigneusement emballé et attaché sur une moto, l'image choque plus d'un. Pourtant, c'est une réalité à laquelle les populations du village Ngol et celles du quartier 5 à Mandjo sont confrontées. Ces deux localités, situées dans le département du Mungo, font face à un manque criard d'infrastructures de base. Les routes caillouteuses pour la plupart sont impraticables. Les habitants affirment avoir de la peine à se mouvoir et qu'en cas de malheur, ils sont obligés de procéder par des moyens peu orthodoxes pour acheminer les corps vers leur dernière demeure. On a l'habitude de porter les corps sur la route, là. On attache sur la moto avec la folle. La route n'est pas praticable. Parce que normalement, même quand les gens meurent en haut, là, on porte les gens que sur la moto. Ce n'est pas bien. Même les voitures n'arrivent même pas. La voiture n'est pas bien pour arriver au village parce que la route est tellement mauvaise. Le transport coûte cher et très peu de riverains osent emprunter les motos à cause des nombreux accidents enregistrés sur ces voies. Le problème, c'est qu'on a discuté sur la route parce que quand on porte les gens, on tombe même en route, la route est très mauvaise, la route n'est pas bien, il y a trop de cailloux, manque de rigole et manque aussi d'entretien de la route. Un autre problème qui plombe le plein épanouissement des populations, c'est l'absence d'eau potable. Voyez, nos enfants, actuellement, au CETIC, comme on dit que c'est un lycée, ils boivent l'eau de la Dibombe. Vraiment, c'est honteux pour nous. Il y a l'évolution, on évolue en quoi? S'il faut seulement développer Douala, Yaoundé et tout ça, le reste des gens, ils font comment? Comme nous. Regardez, dans un petit truc, on n'arrive pas, même la moto qui nous facilite le voyage, il n'arrive pas. C'est difficile pour nous. Vivement que les cris des populations du village Ngol et quartier 5 à Mandjo soient entendus par les autorités en charge du développement urbain. En plus de ce mauvais état des infrastructures routières, le monde rural reste confronté à la vétusté des écoles publiques. À Makenene, les bâtiments sont délabrés, les murs défraîchis, les inondations sont le quotidien des élèves dans les salles de classe, notamment dans la mère des écoles primaires situées à Makenene, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, une école vieille de plus de 60 ans qui peine à être entretenue. Pourtant, c'est là que sont formées les nouvelles générations de Camerounais.
Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Chouniat. Baptisé par les colons, école principale à sa création en 1954. C'est le plus ancien de tous les établissements scolaires de l'arrondissement de Makinéné. Fort de ses 61 ans d'existence, l'ensemble de l'infrastructure s'est bien détérioré. Des sols aux murs, de la charpente aux toitures. Les bâtiments sont publics. Tout est dérobé. Et à la moindre larme du ciel, l'eau suinte de toutes parts, inondant en abondance les salles de classe en cas de forte pluie. Quand ils viennent, il y a flou. D'autres même fuient parce qu'ils vont venir ramasser de l'eau. Ils vont venir avec les pour ramasser de l'eau. En l'absence des élèves et du directeur, le chef de ce quartier nous guide sur l'ampleur des dégâts du temps sur la mer des écoles de l'arrondissement de Makinéné. Ces multiples plaintes d'année en année sont restées jusqu'à présent, sans suite auprès des autorités compétentes. Cette école, moi j'ai dépassé parce que quand je demande secours, soit à la mairie, j'ai essayé de faire tout le monde avant le directeur de cette école. Que puisqu'on puisse nous aider. Mais rien ne passe. Nous avons écrit même à la direction du ministère, rien ne passe. Au-delà du délabrement de l'infrastructure, l'ancienne école principale de Makinéné, devenue école publique, manque de tout. Le paquet minimum et le confort, un rêve. Le directeur de cette école et ses élèves misent depuis lors sur des âmes de bonne volonté pour espérer voir leur établissement rénové et équipé aux standards des écoles du XXIe siècle. Où en est le Cameroun avec le programme de redressement économique du pays conclu avec le Fonds monétaire international? Sa délégation qui séjourne au Cameroun se réjouit de la mise en œuvre des premières réformes encadrant la facilité élargie de crédit, qui est le socle sur lequel repose le nouveau programme économique conclu avec le FMI. Une satisfaction exprimée ce jour au cours de la restitution de la mission que le FMI vient de conduire au Cameroun. Et le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, entretient lui aussi une flamme de l'espoir avec une nette remontée de la croissance à 4,2% projetée en 2018 dans la loi des finances qui doit être examinée dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous propose à présent de suivre le chef de délégation du FMI, Corinne de la Chatte, et le ministre des Finances camerounais, Alamine Ousmane Mey. Nous avons constaté que le Cameroun a résolument mis en œuvre toutes les réformes et les mesures auxquelles il s'était engagé. Et les objectifs et critères pour le programme à fin juin ont été remplis. Donc pour nous, et les politiques pour fin 2017-2018 sont conformes également aux orientations du gouvernement. Le Cameroun s'inscrit dans la logique régionale de l'approche concertée des pays de la CEMAC pour sortir ensemble d'une situation économique qui était très difficile à fin 2016. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, les efforts engagés dans tous les pays, y inclus le Cameroun, commencent à porter des fruits, mais on est loin d'être sorti de la zone dangereuse. Donc on a vraiment besoin de la poursuite, je dirais vraiment résolue des objectifs du programme au Cameroun et dans les autres pays qui ont déjà un programme avec le fonds pour que vraiment qu'on passe le cap de la zone de danger, qu'on soit plus à l'aise. Le programme que nous avons confectionné en collaboration avec le Fonds monétaire international, les critères quantitatifs et les repères structurels ont fait l'objet d'un respect de la part du Cameroun. Mais nous voulons, au regard des mesures envisagées, au regard de l'embellie au niveau international, bien que légère, espérer que dès 2018, nous serions remontés à 4,2%. Mais cela nécessite des efforts budgétaires importants, des efforts extérieurs au niveau du redressement de notre position en matière de compte courant. C'est une concertation à bâton rompu qui s'est tenue entre le ministre des Transports et les opérateurs de ce secteur au Cameroun. Edgar Alain Mbengo a réitéré la nécessité de réguler ce secteur où l'on enregistre un nombre sans cesse croissant d'accidents mortels. Les concernés ont égrené un chapelet de doléances à l'endroit du gouvernement, notamment le ministre des Transports.
Des détails avec Joël Essenge et Ike Cyril. Face au gouvernement à Yaoundé, les opérateurs du secteur des transports égrènent un chapelet de doléances. Il y a la vétusté du matériel roulant. Nous transportons dans les pays limitrophes, donc nous pouvons être assujettis à l'insécurité. Vous conviendrez avec nous que l'équité en ce qui concerne la concurrence n'est pas établie. Et enfin que le personnel parfois n'est pas bien rémunéré. La liste des maux qui minent le secteur des transports au Cameroun est loin d'être exhaustive. Et la décision du ministre des Transports, qui a récemment fermé une agence de voyage, en rajoute, selon les transporteurs, à une situation déjà critique. Moi, je pense que le ministre a pris une mesure conservatoire qui devait, après le constat, après tout ce qui doit se faire, il devait voir ce qu'il y a lieu de faire si jamais on apporte des éclaircissements que nous n'avons pas été responsables de cet accident. Il y a pourtant péril en la demeure. Les accidents de la circulation se produisent de manière récurrente sur les routes au Cameroun, mettant en cause très souvent la mauvaise conduite. Sur 1117 conducteurs testés, 1046 présentent des problèmes de vue. Donc, ils sont inaptes à la conduite. Situation qui s'aggrave dans les conditions de conduite nocturne. Face à ces graves manquements, nous sommes tous interpellés, pouvoirs publics et opérateurs privés, afin de garantir plus de sécurité aux usagers de la route. Une concertation dans le sens de réduire les accidents de la circulation au Cameroun vient de se tenir à Yaoundé. Le ministre des Transports a récemment échangé avec les promoteurs des agences de voyage, les responsables des centres de visite technique automobile, les syndicats des transports interurbains et les syndicats des transporteurs des marchandises du Cameroun. Et selon la radio publique, des syndicats des transports ont décidé de suspendre le préavis de grève en se conformant à l'intention du ministre des Transports d'effectuer un audit sur Général Express Voyage, cette agence de transport qui a été suspendue pour 3 mois en raison d'une recrudescence d'accidents mortels survenus sur les principaux axes routiers au Cameroun et dans lesquels certains de ces bus sont impliqués. Les agences de transport, des syndicats de transport routier qui ont décidé de suspendre leur préavis de grève selon la radio publique. Parlons santé à présent. L'hypertension, qui reste l'un des facteurs à risque de l'accident vasculaire cérébral. C'est les médecins qui révèlent les raisons de l'ampleur de l'hypertension artérielle qu'on retrouve de plus en plus chez les Camerounais. Reportage Flavien Valondongo. L'accident vasculaire cérébral, classé parmi les pathologies qui déciment le grand nombre de la population, frappe après certaines manifestations peu connues du grand public. Toute personne qui va présenter un trouble neurologique, qui peut être une paralysie, c'est-à-dire une sensation de faiblesse d'une partie du corps, quelqu'un qui perd le langage ou qui perd subitement la vue, ou alors quelqu'un qui a des troubles sensitifs, donc des sensations bizarres sur une partie du corps, mais toujours d'installation brutale, il faut penser à un accident vasculaire cérébral. Si les victimes de ce phénomène se multiplient au Cameroun, c'est à coup sûr à cause du non-respect de l'hygiène alimentaire qui, selon les médecins, reste une préoccupation majeure. Les facteurs de risque, c'est quoi? C'est l'hypertension. On dit qu'au moins une fois par an, quelqu'un qui n'est pas hypertendu doit aller dans un centre de santé, dans un hôpital, demander qu'on prenne sa tension. Si quelqu'un a le diabète, il faut contrôler son diabète, faire des mesures hygiéno-hygiéniques, qui prend des médicaments. Les tabagiques, il faut arrêter de fumer parce que c'est un gros facteur de risque. Diminuer la quantité de sel, faire régulièrement du sport, manger plus de légumes et de fruits pour pouvoir baisser sa pression artérielle. À la faveur de la journée consacrée à la prévention de la maladie, les spécialistes de la santé réunis à Douala ont mis un accent sur les facteurs de risque de l'AVC chez les adolescents. Un enfant qui va faire un AVC, il faut rechercher les causes en rapport avec une maladie cardiaque ou une maladie hématologique telle que la drépanocytose. Pour tout autre malaise chez l'enfant, il est conseillé de consulter un médecin. Il est conseillé aux patients de se diriger dans des centres outillés en matière de ressources humaines et en ressources techniques pour pouvoir prendre en charge de façon efficiente. L'accident vasculaire cérébral est évitable. Il suffit de pratiquer du sport, de manger moins salé
et surtout consulter des médecins en cas de malaise, précisent les spécialistes de la santé. Cela s'apparente-t-il à une sanction après la brouille survenue entre l'entraîneur des Lions Indomptables et le joueur Toko Ekambi? Son nom ne figure pas dans la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le match contre la Zambie. Hugo Broos précise tout de même que la tanière des Lions Indomptables reste ouverte pour ce joueur et il estime que ses poulains doivent remporter ce match pour permettre au Cameroun d'avoir une sortie honorable des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Reportage Élisée Bogba et Ike Cyril. Avant de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match Zambie-Cameroun, le sélectionneur des Lions Indomptables commence par faire une précision sur le cas Toko Ekambi. Si après Toko, il envoie à vous les WhatsApp sans ce message, pourquoi est-ce que vous m'attaquez toujours de Toko? Il faut lui attaquer parce qu'il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête, il n'a pas pris sa responsabilité pour ce qu'il a dit. Si un joueur ne se comporte pas bien, on l'écarte. Voilà. Et si maintenant Toko veut revenir, la porte est ouverte. Hein. Mais ce n'est pas à moi maintenant, à lui de demander, hey Toko, tu veux revenir quand même? C'est lui qui a pris la décision. Les Lions Indomptables abordent le match contre la Zambie, étant déjà hors course dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et c'est là tout le problème pour Hugo Broos, qui doit trouver les mots justes pour galvaniser ses joueurs. C'est le dernier match de cette campagne, un match sans enjeu. Le plus important pour moi, ce sera le plus important de savoir motiver les joueurs pour ce match. Mais quand il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas évident. Déjà éliminé pour la Coupe du Monde, le Cameroun espère une sortie honorable en occupant tout au moins la deuxième place du groupe. Si on gagne contre la Zambie, on est deuxième. C'est quand même une petite consolation. Hein, deuxième place, c'est la plus mauvaise position qu'on peut avoir. Mais ici, pour nous, c'est quand même une petite consolation. 23 joueurs ont été sélectionnés pour ce dernier match. En plus de France Pangop, de l'Union sportive de Douala, Alphonse Marie Tienche, de Edinsport de la Léquier et meilleur joueur du championnat national de football Ligue 1, a été retenu parmi les joueurs locaux. En bref, à présent, cette visite de travail d'un membre du comité de normalisation de la FECAFOOT, Maurice Bellet-Idimo, qui a rencontré en mi-journée les membres de l'exécutif 2009 représentés dans le département du Vouri. Une rencontre de plus de 4 heures de temps pour échanger sur les enjeux de la normalisation du football camerounais, également évaluer les doléances des membres de l'exécutif de 2009 dans le département du Vouri et procéder à des rappels sur les missions qui leur sont assignées pour assainir le milieu du football camerounais. Je vous propose à présent de suivre Maurice Bellet-Idimo, membre du comité de normalisation de la FECAFOOT. Pour ce qui est de leur mission de base, dans la mission fondamentale, il s'agit d'organiser les compétitions des championnats au niveau régional et départemental. Il y a des championnats qui ont été interrompus. Nous avons décidé la reprise des matchs et les moyens qui accompagnent cela. Donc les exécutifs qui ont été rétablis doivent assurer la continuité de ces championnats. Il y a une date arrêtée pour que tous les championnats sur l'ensemble du territoire s'arrêtent, pour qu'on puisse commencer une nouvelle session, une nouvelle année de match. Nous avons un chronogramme qui s'arrête le 28 février 2018. Le jour qui suit étant le 1er mars. Donc, nous sommes sur la voie du respect de ce programme pour le 28 février 2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez sur Equinox Télévision pour suivre le grand rendez-vous de l'économie qui analyse les résolutions prises
par les chefs d'État réunis en session extraordinaire de la conférence des chefs d'État pour la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et juste après Tendance économique, l'émission Horizon Sport, présentée par Hervé Kemier. Restez sur Equinox Télévision. Dans la cour du parquet d'instance de Foumban, les 3 présumés meurtriers du défunt Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue de Foumban, assassinés il y a 2 mois. Sur leurs épaules, des chefs d'accusation de coaction d'assassinat et de vol aggravé. Théophile Cyril Chandini, 25 ans, Michael Fodung Mapour, 22 ans, et le repris de justice, Serge Daniel Mouliom Bemap, 31 ans, tous conduits sous bonne escorte vers le lieu du crime pour la reconstitution des faits au domicile de fonction du proviseur Charles Etoundi. Il y avait trop de rumeurs qu'on a arrêté les bandits et qu'on attendait ce jour pour confiner. Donc aujourd'hui nous sommes très fiers, nous sommes très contents, malgré que le projet est mort. Pour la jeunesse, cette arrestation des gamins à la moyenne d'âge de 25 ans sonne comme interpellation à une prise de conscience. Ce que je suis en train de voir là, ça interpelle également la jeunesse du monde en particulier, et des faits très attention parce que le grand banditisme comme déjà de plus en plus ici à Foumban. Voisine de la famille Etoundi, cette dame a encore en mémoire l'image agonisante de la victime en cette nuit fatidique du 21 septembre dernier. Nous sommes en train d'accueillir papa qui était couché comme ça. Et ma fille tapait son cœur. Papa ne respire plus fort. Oui, Elisabeth. Passés aux aveux complets, les 3 infortunés ont été conduits à la division régionale de la police judiciaire pour audition et présentation à un juge pour répondre de leurs actes. À en croire des hommes de loi, ils encourent de lourdes peines d'emprisonnement au cas où leur culpabilité serait établie. De mémoire, le proviseur Charles Etoundi a été agressé le 21 septembre 2017, puis admis à l'hôpital régional de Bafoussam où il décède 2 jours plus tard. Au-delà de la lutte contre la grande criminalité, il y a l'épineuse question du respect des droits de l'homme et de la présomption d'innocence. À ce sujet, le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala Ndokoti a été appelé à mettre fin aux gardes-vues excessives, aux détentions provisoires fantaisistes et lutter contre la corruption des officiers de police judiciaire. Yap Abdou a reçu sa feuille de route du procureur général près la cour d'appel du littoral. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Anouzwa. Monsieur le secrétaire général représentant personnellement le gouverneur de la mission. Les réquisitions du procureur général pour la cour d'appel du littoral ouvrent l'audience solennelle d'installation du nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala Ndokoti. L'autorité judiciaire, pour l'occasion, va fustiger les arrestations arbitraires, la corruption des officiers de police judiciaire, les gardes à vue au délai excessif et les détentions provisoires fantaisistes. Cette batterie d'abus qui affecte le bon fonctionnement de la justice fait également entorse à un principe universel de droit, celui de la liberté d'aller et venir. Nous sommes revenus particulièrement sur le ministère public et la protection du droit d'aller et venir. On aurait pu parler encore une fois de plus qu'il s'agissait ici de stigmatiser et d'attirer l'attention du procureur de la République et bien évidemment de tous ses collaborateurs sur la nécessité de s'assurer qu'une privation de liberté ne se fasse que conformément à la loi. Nous avons égrené à ce niveau ce que l'arsenal juridique sur le plan international, sur le plan interne, avec la Constitution, le Code de procédure pénale, le Code pénal, nombre de textes qui sont édictés et qui les uns et les autres encadrent et protègent l'individu dans son droit d'aller
et venir. Et c'est sur ces entrefaits que le magistrat de 4e grade, Yap Abdou, qui n'est pas à confondre avec l'ancien président du tribunal criminel spécial du même nom, va prendre place au banc du ministère public comme procureur de la République pour le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, où il remplace Ondouando Olivier, nommé président des tribunaux de première instance de Banganté et de grande instance d'Undé. Dans le reste de l'actualité, la misère du monde rural ne cesse de prendre de l'ampleur au Cameroun. Dans le département du Mungo, plusieurs localités et villages restent confrontés au mauvais état des infrastructures routières et l'inexistence des services sociaux de base, ce qui freine l'épanouissement des populations. Le cri de détresse peine à être entendu par les pouvoirs publics. Reportage Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Le corps sans vie d'un homme, soigneusement emballé et attaché sur une moto, l'image choque plus d'un. Pourtant, c'est une réalité à laquelle les populations du village Ngol et celles du quartier 5 à Mandjo sont confrontées. Ces deux localités, situées dans le département du Mungo, font face à un manque criard d'infrastructures de base. Les routes caillouteuses pour la plupart sont impraticables. Les habitants affirment avoir de la peine à se mouvoir et qu'en cas de malheur, ils sont obligés de procéder par des moyens peu orthodoxes pour acheminer les corps vers leur dernière demeure. On a l'habitude de porter les corps sur la route, là. On attache sur la moto avec la folle. La route n'est pas praticable. Parce que normalement, même quand les gens meurent en haut, là, on porte les gens que sur la moto. Ce n'est pas bien. Même les voitures n'arrivent même pas. La voiture n'est pas bien pour arriver au village parce que la route est tellement mauvaise. Le transport coûte cher et très peu de riverains osent emprunter les motos à cause des nombreux accidents enregistrés sur ces voies. Le problème, c'est qu'on a discuté sur la route parce que quand on porte les gens, on tombe même en route, la route est très mauvaise, la route n'est pas bien, il y a trop de cailloux, manque de rigole et manque aussi d'entretien de la route. Un autre problème qui plombe le plein épanouissement des populations, c'est l'absence d'eau potable. Voyez, nos enfants, actuellement, au CETI, comme on dit que c'est un lycée, ils boivent l'eau de la Bibombe. Vraiment, c'est honteux pour nous. Il y a l'évolution, on évolue en quoi? S'il faut seulement développer Douala, Yaoundé et tout ça, le reste des gens, ils font comment? Comme nous. Regardez, dans un petit truc, on n'arrive pas, même la moto qui nous facilite le voyage, il n'arrive pas. C'est difficile pour nous. Vivement que les cris des populations du village Ngol et quartier 5 à Mandjo soient entendus par les autorités en charge du développement urbain. Qui se calcine toujours plus de 24 heures après le drame. C'est un redoutable réseau d'émission de fausses factures qui a été démantelé au cœur du port autonome de Douala. Vous avez certainement vécu ces nombreux goulots d'étranglement observés durant l'enlèvement des marchandises. Selon les enquêtes menées par la gendarmerie nationale, notamment la gendarmerie territoriale du littoral, il s'avère que ces goulots d'étranglement ne sont en fait qu'une technique visant à contraindre les opérateurs économiques à alimenter ce réseau de fausses factures. 4 suspects ont été interpellés et une saisie record de faux documents et faux cachets appartenant à l'administration territoriale, fiscale et douanière et même les autorités municipales du département du Vouri. Le point avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Voici le gang de présumés faussaires spécialisés dans la falsification et fabrication de faux documents administratifs. Âgés entre 30 et 40 ans, ces malfaiteurs viennent d'être mis aux arrêts par le groupement de gendarmerie territoriale de Douala après plusieurs semaines de filature. Nous avons été saisis par les autorités du port autonome de Douala de ce que des faux documents étaient en circulation dans cette structure. Ces documents permettaient l'enlèvement de conteneurs. Une première enquête a donc été ouverte au niveau de la brigade Port Sud. Au cours de cette enquête, nous avons pu interpeller un certain nombre de suspects avec des documents compromettants. Ils ont été déférés devant Monsieur le procureur de la République. Constitués en société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Douala,
Ses membres étaient à l'origine de multiples tracasseries et lenteurs enregistrées dans le processus d'obtention de documents au port autonome de Douala. En exécution des instructions de M. le procureur de la République qui consistait à rechercher les fugitifs et à auditionner ceux des complices qui n'étaient pas encore entendus, le groupement de gendarmerie territoriale a opéré des perquisitions dans certains domiciles où on a pu faire des saisies qui avaient un lien direct avec l'enquête. Mais également, après cette saisie, il y a eu une saisie incidente qui a permis de tomber sur de nombreux cachets d'administrations diverses, autorités administratives, autorités judiciaires, autorités policières et même d'autres administrations qui ne sont pas ici à Douala. Un goulot d'étranglement entretenu depuis des années par certains agents véreux de la société portuaire. En attendant la présentation de ces malfrats au procureur de la République, plusieurs membres de ce gang courent toujours. Les images de la reconstitution de l'assassinat du proviseur du lycée bilingue de Fumban sont encore dans tous les esprits. La jeunesse de ces présumés meurtriers reste frappante et interpelle la communauté éducative, notamment dans le département du Noun, où ils sont accusés de coaction, d'assassinat et de vol aggravé. Retour sur ces faits avec Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Fougnat. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la misère du monde rural confronté aux difficultés infrastructurelles au niveau des routes, mais aussi la vétusté des écoles publiques et l'inexistence des autres services sociaux de base. Ces localités de l'arrière-pays peuvent-elles espérer un changement lors de la mise en œuvre des politiques budgétaires inscrites dans la loi des finances qui doit être examinée dès la semaine prochaine au Parlement au Cameroun? Dans l'attente de l'adoption de cette loi des finances, les populations croupissent dans la misère et le sous-développement. Vous écouterez le cri de colère au cœur de ce journal. En sport football, Toko Ekambi ne figurent pas dans la liste des 23 joueurs lions indomptables sélectionnés pour le match contre la Zambie, mais l'on note que le coach Hugo Bros est revenu sur la brouille intervenu entre ce joueur et lui. Il estime que la porte des lions indomptables n'est pas fermée. On en parle dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'incendie survenu à l'avenue Kennedy à Yaoundé, un centre commercial a été complètement consumé. Les commerçants comptabilisent des pertes énormes. Cependant, ils se plaignent d'avoir des difficultés à accéder à leur boutique pour récupérer le peu de biens qui a survécu à cet incendie. Pendant ce temps, des riverains collectionnent l'aluminium et tentent de découvrir quelques trésors cachés sous le décombre. Reportage Joël Essengue et Guy Zogo. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé un centre commercial à l'avenue Kennedy à Yaoundé, c'est un spectacle de désolation. Au milieu de la cohue et des va-et-vient, les restes calcinés des marchandises et autres produits jonchent le sol, continuant parfois à se consumer lentement. Empilés les uns sur les autres, les casiers de bière mutilés par le feu permettent de voir combien les amateurs de ce breuvage auront du mal à s'y ravitailler pendant longtemps. Place nette est faite désormais aux collectionneurs et autres chasseurs de trésors qui espèrent trouver le jackpot sous les décombres, d'autant que le centre commercial calciné abritait entre autres des vendeurs d'or et de diamants. La rumeur de la foule qui se distingue continuellement ne signifie pas que quelques témoins et victimes entendent s'exprimer.
C'est donc motus et bouche cousue. Les uns et les autres préfèrent regretter leur perte lourde, hors micro et caméra, dénonçant le fait qu'ils auraient pu sauver ce qu'il était encore si on ne les en avait pas empêchés. Ces paroles amères semblent partir en fumée, comme ces restes. En plus de ce mauvais état des infrastructures routières, le monde rural reste confronté à la vétusté des écoles publiques. À Makenene, les bâtiments sont délabrés, les murs défraîchis, les inondations sont le quotidien des élèves dans les salles de classe, notamment dans la mère des écoles primaires situées à Makenene, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, une école vieille de plus de 60 ans qui peine à être entretenue. Pourtant, c'est là que sont formées les nouvelles générations de Camerounais. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Chouniat. Baptisé par les colons, école principale à sa création en 1954. C'est le plus ancien de tous les établissements scolaires de l'arrondissement de Makenene. Fort de ses 61 ans d'existence, l'ensemble de l'infrastructure s'est bien détérioré. Des sols aux murs, de la charpente aux toitures. Les bâtiments sont publics. Tout est délabré. Et à la moindre larme du ciel, l'eau suinte de toutes parts, inondant en abondance les salles de classe en cas de forte pluie. Quand ils viennent, il y a flou. D'autres même fuient parce qu'ils vont venir ramasser de l'eau. En l'absence des élèves et du directeur, le chef de ce quartier nous guide sur l'ampleur des dégâts du temps sur la mère des écoles de l'arrondissement de Makenene. Ces multiples plaintes d'année en année sont restées jusqu'à présent sans suite auprès des autorités compétentes. Cette école m'a déjà dépassé parce que quand je demande secours, soit à la mairie, j'ai essayé de faire tout le tour avant le directeur de cette école. Puisqu'on puisse nous aider. Mais rien ne passe. Nous avons écrit même à la direction du ministère, rien ne passe. Au-delà du délabrement de l'infrastructure, l'ancienne école principale de Makenene, devenue école publique, manque de tout. Le paquet minimum et le confort, un rêve. Le directeur de cette école et ses élèves misent depuis lors sur des âmes de bonne volonté pour espérer voir leur établissement rénové et équipé aux standards des écoles du XXIe siècle. Où en est le Cameroun avec le programme de redressement économique du pays conclu avec le Fonds monétaire international? Sa délégation qui séjourne au Cameroun se réjouit de la mise en œuvre des premières réformes encadrant la facilité élargie de crédit, qui est le socle sur lequel repose le nouveau programme économique conclu avec le FMI. Une satisfaction exprimée ce jour au cours de la restitution de la mission que le FMI vient de conduire au Cameroun. Et le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meye, entretient lui aussi une flamme de l'espoir avec une nette remontée de la croissance à 4,2% projetée en 2018 dans la loi des finances qui doit être examinée dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous propose à présent de suivre le chef de délégation du FMI, Corinne de la Chatte, et le ministre des Finances camerounais, Alamine Ousmane Meye. Nous avons constaté que le Cameroun a résolument mis en œuvre toutes les réformes et les mesures auxquelles il s'était engagé. Et les objectifs et critères pour le programme